Corps à corps. Et l'actualité internationale se rappelle à nous, malheureusement. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter, directeur de la publication d'Omerta. Vous sortez votre dernier numéro hors série Ukraine, la guerre sans fin. Et vous êtes auteur de ce livre, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Milo. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo, Le chaos ukrainien et dernièrement L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Et je précise donc que vous étiez tous les deux il y a peu de temps, vous allez revenir dessus, en Roumanie également. Mais avant de parler de la Roumanie, et de toute façon peut-être que tout ça là est lié, vous allez nous l'expliquer vous-même, il faut qu'on revienne sur cette frappe russe dans le centre de Soumy qui a tué dimanche dernier, donc 34 personnes avec les derniers chiffres, dont 2 enfants, 117 blessés. C'est le bilan publié par les services de secours ukrainiens sur Telegram. Dans un message sur les réseaux sociaux hier, Volodymyr Zelensky appelle à faire pression sur Moscou. Je le cite, « Sans une pression vraiment forte, sans un soutien adéquat pour l'Ukraine, la Russie continuera à mener cette guerre. » Voilà ce qu'il dit. Il explique ensuite que depuis 2 mois, Vladimir Poutine a ignoré la proposition américaine d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. Terrible frappe, dit-il encore, de missiles balistiques russes sur Soumy. Selon les premiers bilans, il y a des dizaines de civils morts et blessés. Et cela, un jour où les gens vont à l'église, le dimanche des rameaux. Seuls des salauds peuvent faire cela. Voilà le message de Volodymyr Zelensky. Je vais aussi vous lire le message d'Emmanuel Macron qui a tweeté hier également. 2 missiles russes ont frappé ce matin le cœur de la ville de Soumy en Ukraine en faisant de très nombreuses victimes civiles, dont à nouveau des enfants. Cette guerre, chacun sait que c'est la Russie seule qui l'a voulu. Aujourd'hui, il est clair que c'est la Russie qui seule choisit de poursuivre, au mépris des vies humaines, du droit international et des offres diplomatiques du président Trump. Il faut des mesures fortes pour imposer un cessez-le-feu à la Russie. La France y travaille sans relâche avec ses partenaires. Aux victimes, aux blessés, à toute l'Ukraine qui résiste, notre solidarité, notre respect, notre engagement. Bon. Je vous passe les autres déclarations qui sont du même ordre, Keir Starmer et les autres. Comment comprendre cette frappe peut-être je vais vous lire aussi Donald Trump qui lui dit que c'est une erreur. Il a été interviewé alors qu'il était à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Et il dit « Je pense que c'est terrible. Et l'on m'a dit qu'ils ont fait une erreur » en parlant des Russes. Et je pense que c'est une chose horrible. Voilà. Il va falloir leur poser la question. C'est pas très clair sa réponse justement à Donald Trump. Alors comment comprendre ce tir Je me tourne d'abord vers Nicolas Mirkovic. Malheureusement, dans une guerre, il y a des actes qui sont terribles, comme celui-ci. C'est évident que tirer en plein dans une ville où il y a des civils, c'est quelque chose qui est contraire, on va dire, à l'esprit même, enfin, à l'art de la guerre. Et on peut déplorer qu'il y ait eu ce type de tir avec des civils qui sont morts. Je pense qu'il faut quand même prendre du recul et sans du tout minimiser l'atrocité de l'acte en ce qui concerne les civils. Oui. Il y a aussi des civils morts du côté russe. Et ça, il faut juste faire attention parce que je vois quand il y a des attaques de l'armée ukrainienne sur les civils russes, on ne voit pas Donald Trump monter au créneau, on ne voit pas Emmanuel Macron se fendre de communiquer pour rappeler aux Ukrainiens qu'il ne faut pas tirer sur des infrastructures civiles. Il y a eu des tirs sur des infrastructures civiles sans mort ce week-end, mais à Donetsk, les médias n'en parlent pas. Après, il y a aussi, si on regarde le côté de l'histoire, ce qui se passe, on sait aussi qu'il y avait un rassemblement de militaires ukrainiens, apparemment de la 117e brigade. Ça, ce sont des informations qui filtrent par des députés de la Rada. Pourquoi est-ce qu'ils se rassemblent Ils se rassemblent dans le centre de Soumy. Vous avez les responsables politiques ukrainiens qui se posent officiellement la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce type de rassemblement, pourquoi est-ce qu'il y avait des civils qui étaient là, comment est-ce que l'armée russe a su ça. Donc je pense que c'est terrible ce qui s'est passé pour ces civils. Pour autant, il y avait une cible militaire. Pourquoi est-ce que ces organisations militaires, et nous savons depuis le début de la guerre que les militaires ukrainiens, et je dirais que ça arrive aussi parfois du côté russe, mais les militaires se servent des infrastructures civiles pour organiser des réunions, des manifestations, pour cacher les armements. On a vu énormément d'armements ukrainiens qui étaient cachés derrière des immeubles, des habitations de civils. Donc voilà, il y a aussi une part de responsabilité.
et de la part des Ukrainiens d'organiser ce type de manifestation dans des endroits où il y a des civils. Alors après, maintenant, on n'a pas tous les éléments non plus de ce qui s'est passé, mais c'est évidemment un élément assez tragique, mais dans un contexte plus global qu'il faut prendre en considération et rappeler que malheureusement, il y a des civils qui sont morts des deux côtés de la ligne de front. D'accord. On va continuer d'ailleurs de parler de ce contexte. Et est-ce qu'on peut poser cette question? La Russie veut-elle vraiment arriver à une paix ou pas? D'après ce qu'on peut entendre des différents alliés de l'Ukraine, c'est pas tout à fait le cas. Mais d'abord, revenons sur les tirs, Régis Le Sommier. Écoutez, effectivement, comme le disait Nicolas tout de suite, c'est une tragédie absolue. C'est comment, deux missiles Iskander tirés en plein centre-ville au moment, en fait, un dimanche, au moment où il y a du monde, etc. C'est vrai que c'est absolument horrible Oui. comme frappe. Et en effet, oui, il y a, ça arrive, et je peux en témoigner des deux côtés, puisque le centre-ville de Donetsk a été régulièrement, les moins aujourd'hui parce que le front s'est déplacé à l'ouest. Mais moi, je me souviens d'une arrivée à Donetsk où toute la devanture de mon hôtel avait été l'objet avait reçu un tir d'un missile. Quand vous arrivez devant votre hôtel et que le truc était éventré, en plein centre-ville, hein, il n'y a pas d'infrastructure Oui. militaire ni rien du tout. Ouais, vous comprenez ce que ça peut faire pour des gens qui passent, etc. Et cette menace, justement, sur les centres-villes, elle existe et elle a été malheureusement utilisée de part et d'autre. Mais il ne faudrait quand même pas, et j'ai vu certains commentaires, évidemment, toujours sur ces chaînes assez peu informatives, même si elles s'appellent chaînes d'infos comme LCI, où tout à coup, parce qu'il y a eu cet incident, ça y est, on est dans du bombardement systématique de civils. Non, cette guerre ne ressemble pas, de ce point de vue, à la Seconde Guerre mondiale. Elle est plus dans le profil de la Première Guerre mondiale, où il y a beaucoup plus, il y a une proportion écrasante de morts qui sont des militaires. Voilà, c'est des militaires pendant des engagements. Et paradoxalement, assez peu de civils meurent dans cette guerre. Donc, c'est pas des ciblages systématiques, Oui. ni des bombardements tels qu'on a pu en connaître pendant la Seconde Guerre Et mondiale juste, pardon, Régis, en Angleterre ou sur l'Allemagne, est-ce quoi. qu'on ne peut pas se dire, bon, bah, finalement, ça y est, la Russie ne fait plus. Avant, elle faisait un peu attention, maintenant, plus du tout. Elle s'en fout. Enfin, pardon, je répète les commentaires que j'ai pu entendre sur les plateaux que vous avez nommés. C'est fini, de toute façon, ils veulent la guerre à tout prix. Est-ce que c'est ça ou est-ce que finalement, non? On va dire, vous l'avez dit, malheureusement, ça arrive et ça reste, on va dire, assez peu fréquent dans cette guerre qui a lieu. Oui, c'est un événement abominable, mais la vérité, c'est que il n'y a pas eu d'arrêt, contrairement à ce qu'on a pu imaginer ou fantasmer, du tempo opérationnel des Russes, ni des Ukrainiens d'ailleurs, depuis le début des négociations. On a envisagé effectivement l'arrêt des frappes sur les infrastructures électriques, en particulier celle sur l'Ukraine. Un cessez-le-feu en mer Noire a été envisagé. Alors il est possible, je n'ai pas moi les chiffres actuellement, mais que de ce point de vue-là, il y ait moins d'activité. Mais en termes du front et la région de Soumy est une région qui est actuellement attaquée par la Russie. C'est l'oblast du Nord, une zone administrative à la frontière ukrainienne. Et depuis justement le retrait ukrainien de Koursk, eh bien l'oblast de Soumy est une zone qui est attaquée par la Russie. Donc elle est sur une ligne de front. On est à côté d'une ligne de front. Et donc même si la ville n'est pas encore assiégée, en tout cas il y a une intensité opérationnelle qui n'a pas diminué. C'est ça le problème en fait de cette perception, c'est quand on regarde ce qui se passe sur cet immense front ukrainien, ben on se rend compte que il n'y a pas eu, il y a des négociations, hein, encore ce week-end avec Steve Witkoff, ça va recommencer, ça continue à négocier. C'est Witkoff, c'est l'émissaire américain, je précise juste. Voilà, exactement. Ou Dmitriev pour les Russes. Il y a une intense activité diplomatique
diplomatique pour tenter effectivement d'aller vers la fin de cette guerre et de proposer un cessez-le-feu. Mais pour le moment, sur les fronts, il y a rien qui montre qu'il y a une baisse de régime, ni que par exemple il faudrait pas imaginer que ces frappes de missiles Iskander sur la ville de Soumy serait une manière de dire de la part de la Russie, ça y est, Allez vous tout le faire monde. voir. Non, Oui. ça fait partie malheureusement des tragédies qui sont parfois quotidiennes dans cette guerre, et voilà quoi. Il n'y a pas à en tirer une idée de l'escalade ou que les Russes se joueraient de Trump ou se moqueraient de Trump, etc., etc. Non, c'est fait partie de voilà malheureusement ce qui se passe dans les zones où il y a des combats. D'accord. Alors justement, reprenons aussi ce sujet de la négociation. Est-ce que ça veut dire que, enfin, vous venez d'expliquer que ça ne voulait pas dire grand-chose par rapport à ça, mais où en sont en tout cas ces négociations de paix? On n'a pas forcément l'impression, comme vous l'avez rappelé, qu'il y ait de véritables avancées concrètes entre l'Ukraine et la Russie, Nicolas Mirkovitch. Vous savez, ces discussions vont prendre beaucoup de temps, hein. J'avais écrit dans un récent article justement pour Omerta, où nous avons aujourd'hui Trump qui cherche à dialoguer, à discuter. Que veut faire Trump aujourd'hui? Il va pas complètement démanteler l'Empire américain, mais il sait qu'ils sont arrivés dans cette période de surextension impériale, comme le disait Paul Kennedy, vraiment un historien, un des plus grands historiens de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis n'ont plus les moyens de entretenir les plus de 700 bases qu'ils ont dans le monde entier. Ils voient très bien qu'il y a des nouvelles puissances qui veulent leur part du gâteau. Et donc, Trump a compris ça et il essaye de négocier. Cette négociation que Trump veut entretenir avec Poutine, entre autres, parce il va devoir négocier avec beaucoup de responsables politiques, va prendre du temps et ne concerne pas que l'Ukraine. Je dirais même que l'Ukraine est juste la partie émergée de l'iceberg. Trump a beaucoup plus peur de ce que les BRICS font et d'autres pays font concernant la dédollarisation que par le fait de savoir si les Russes vont récupérer Kramatorsk et Oui. Soumy, par exemple. Donc, cette négociation va concerner en partie l'Ukraine, mais également les différents accords que les Américains auxquels les Américains ont mis fin, par exemple Open Skies, les ciels ouverts sur les missiles balistiques à portée intermédiaire, sur les terres rares, sur le pétrole, sur des zones d'influence en Afrique, sur l'Asie, sur les relations avec la Chine. Bref, il y a énormément de sujets que les émissaires de Trump et de Poutine sont en train de discuter en ce moment. Et ça va forcément prendre du temps. Ça va prendre du temps et on va pas pouvoir isoler non plus cette négociation de Poutine et Trump des relations, par exemple, que Trump pourrait avoir avec la Chine ou que surtout Poutine pourrait avoir avec la Chine ou avec les BRICS ou avec d'autres personnes. Donc, je pense que Trump souvent s'emballe. Il dit Oui, parce que c'est un jour lui-même qui une a parlé chose des et 100 jours oui, de c'est résolution ça. du Et puis conflit en 100 jours. Oui. 24 heures pour Oui, régler 24 heures, oui. Oui. n'importe quel expert aurait pu un vrai expert, hein, pas expert de plateau télévisé français, aurait pu vous dire que c'était impossible de régler ce sujet en 24 heures. Donc ça va prendre du temps et on est dans la société de l'immédiateté. Donc on veut tout de suite du résultat. Ça y est, Trump et Poutine, ils vont se voir et une situation qui est ancienne. N'oublions pas qu'il y a quand même tous ces sujets de révolution de couleur, de coup d'État à Kiev en 2014. Donc tout ça, ça prend du temps. Et donc c'est négocié. Et pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, c'est les affaires continuent. Et là, la Russie est aujourd'hui en train de gagner en Ukraine. Elle n'a aucun intérêt à lever le pied. Elle est en train de progresser. Et donc voilà, donc ça, je pense que c'est extrêmement important de le prendre en considération. Ça va prendre énormément de temps. Et on voit aussi que Trump a quelques difficultés de son côté. Donc il faut être patient. Je pense que c'est intéressant. Je voudrais apporter cette nuance de voir qu'il y a quand même deux canaux de négociation. Trump, il y a un canal officiel des secrétaires d'État, et puis nous avons l'ami proche de Trump, Witkoff, et donc nous avons ces discussions qui sont en train d'avancer sur tout un tas de sujets. On voit même qu'il part de l'ouverture des lignes aériennes entre la Russie et les États-Unis. Donc, si vous voulez, il y a tous ces sujets qui sont sur la table dans un contexte qui est globalement extrêmement compliqué. Et donc, il faut être patient. En revanche, ce qui est certain, c'est que Trump va devoir bientôt apporter quelques résultats concrets. Oui. Parce que, et en effet, il y a les 100 jours, il y a le fait que la population américaine l'a élu, non pas pour l'Ukraine, non pas pour les relations avec la Chine, mais essentiellement pour le pouvoir d'achat. Et donc, il va falloir que Trump montre quelques réalisations concrètes et de sa diplomatie et de sa capacité à réindustrialiser son pays et à redonner du pouvoir d'achat aux Américains qui, sous Biden, ont vu l'inflation augmenter de 20%. Oui, ça c'est certain. On a parlé notamment, évidemment, un gros sujet sur l'augmentation des droits de douane et sur les différentes annonces de Donald Trump sur le sujet.
C'est intéressant que vous mettiez ça dans le sujet, en effet, international. Finalement, comme vous le dites, ce sont des sujets qui ont beaucoup plus d'envergure que ce qu'on pense. Régis Le Sommier, est-ce qu'on a entendu Nicolas Mirkovic expliquer que la Russie, elle, finalement, n'était pas en mauvaise position, qu'elle était en train de gagner? On peut dire peut-être un point là-dessus sur le terrain militaire, mais également peut-être aussi économique, enfin national. Où en Oui, est-elle alors, exactement? pour première analyse sur sur l'aspect militaire, en effet, l'écroulement, on va dire, de la présence des Ukrainiens dans le saillant de Souja à Koursk, c'est-à-dire sur le territoire russe, a été, je dirais, un marqueur d'une nouvelle offensive russe. Là, le général Syrski, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, prétend que les Russes ont déjà commencé leur offensive de printemps, ce qui est possible. Et actuellement, ce qu'on remarque, c'est que sur l'ensemble du front, y compris sur des fronts sud, sur le front sud de Zaporizhzhia, où jusqu'à présent les choses étaient plutôt calmes, les activités ont recommencé et les Russes ont commencé à grignoter village par village parce que ça reste une guerre d'attrition. Là aussi, pareil, on entend des choses en disant oui, les Russes continuent à progresser, mais très lentement, Mmh. ce qui montre que les Ukrainiens résistent, certes, mais l'objectif des Russes est véritablement de détruire l'armée ukrainienne et pas tellement en réalité de prendre du kilomètre carré. Alors on sent bien que quand même, en réactivant ces fronts, il y a quand même un objectif d'obtenir les limites géographiques des 4 oblasts qu'ils ont décidé d'annexer à la Fédération de Oui. Russie, qui sont Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Et Lugansk. ça, ce sera non négociable pour eux, en fait. Donc maintenant, il faut Voilà. qu'ils les aient dans Ils leur... demandent ça. ouais. Ils demandent ça. Si ça se fait par la négociation, ça voudra dire que les Ukrainiens seront obligés d'abandonner du territoire. Là, actuellement, ils cherchent à le faire en partie par la force. Un petit point de situation, sur ces 4 oblasts, les Russes ne contrôlent qu'un seul dans sa quasi-totalité, qui est l'oblast de Lugansk. Il en reste encore un tiers de Donetsk à conquérir, un tiers de Zaporizhzhia et à peu près un tiers de Kherson, dont la ville de Kherson, dont je rappelle qu'il s'était retiré en novembre Oui. 2022. Et donc là, ils sont dans une situation, ils n'ont pas la quasi-totalité des limites géographiques de ces territoires. Donc ça, c'est un objet de négociation quand même assez tendu avec les Ukrainiens, évidemment, parce que certes, certains envisagent que les Russes gardent dans l'avenir les territoires qu'ils ont conquis, mais de là à leur en céder plus, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile et politiquement pour n'importe quel leader ukrainien aujourd'hui, ça voudrait dire en gros une capitulation sur laquelle, et on voit des cartes circuler, notamment une carte qui avait été établie par Keith Kellogg, qui était le premier émissaire de Trump Oui. pour l'Ukraine, où on voit que en gros l'Ouest, avec une possibilité de déployer des troupes justement anglaises et françaises et européennes à l'Ouest, une zone qui serait autour de Kharkov et Kiev, et puis le reste, l'ensemble des 4 oblasts qui reviendraient à la Russie. Donc ça, pour le moment, disons que dans les négociations, cette histoire territoriale, elle va être très importante. Et pour les Russes, c'est vraiment, on va dire, le début enfin voilà, une position Sur très très laquelle ils ne forte reviendront pas dans leurs négociations. Oui. dans leurs négociations. Mm. Mais actuellement, l'Ukraine n'est pas. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Ukraine n'est pas en mesure d'imposer Quoi que ce soit. beaucoup de choses. Oui. Même si il faut rappeler une chose aussi, pareil par rapport à ce qu'on dit sur Trump et Poutine. Moi, j'ai écrit un papier pour le JDD où je rappelais qu'en fait Le soutien. non mais le soutien de Trump à l'Ukraine et des Américains est fondamental. Il y a un article, il y a le New York Times a sorti une enquête il y a une semaine expliquant que pendant toute la durée de la guerre, depuis Wiesbaden en Allemagne, il y avait une situation room dans laquelle tout a été décidé avec les Américains. La contre-offensive de 2023, le retrait la conquête de Kherson, la conquête de l'Est de Kharkiv, toutes les grandes manœuvres, peut-être à l'exception de la blitzkrieg des Ukrainiens sur Koursk en août dernier, qui là a été faite un petit peu sans vraiment que les Américains soient pilotes, mais le reste, ça a été piloté conjointement avec les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Ça veut dire que si
Trump décide de retirer l'élément américain dans cette guerre, en 2 semaines, l'Ukraine perd. Alors, Et ça, on n'a pas l'impression de le comprendre quand on écoute oui, les diverses vociférations européennes en disant c'est pour oui, on ça. va Oui. remplacer. C'est pas vrai. On ne Alors, remplacera pas les États-Unis. On n'a pas cette possibilité, cette capacité, et surtout cette interpénétration entre les États-Unis. Les Britanniques aussi sont très présents. Il y a eu un très bon papier aussi là-dessus. Mais on s'aperçoit qu'en fait, la guerre a été totalement pilotée par l'OTAN. Voilà. Et aujourd'hui, si les Américains, l'OTAN, c'est les Américains en premier, et si les Américains se retirent, il n'y a plus de guerre. Voilà. C'est ça la réalité. alors, oui, justement, allons un tout petit peu là-dessus, ou restons-y encore un petit peu. Vous voulez dire que là, d'abord, vous dites si Trump n'a pas encore arrêté son aide, concrètement, il y a encore le soutien militaire américain, première question. Et deuxième, donc nous, on entend de partout le soutien européen arrive, le plan d'Ursula von der Leyen pour soutenir l'Ukraine. Et d'ailleurs, on a l'impression que le Volodymyr Zelensky se tourne désormais vers l'Europe pour être soutenu. Vous nous dites tout ça, c'est du bullshit en fait, c'est ça, Régis Le Sommier? Ah mais totalement. Enfin, j'encourage les auditeurs à lire ce papier du New York Times. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas un site complotiste, c'est pas Tucker Carlson, c'est pas comment Joe On va en Rogan. parler de Tucker Carlson dans quelques instants. On est Ouais. voilà, on est dans du New York Times où quelque part, c'est ça la beauté du journalisme à l'anglo-saxonne. Certains papiers vont contre la ligne éditoriale du propre média dans lequel On a ils encore le sont droit, publiés. oui, là-bas. Voilà, et exactement. Il y a quand même encore un sacro-saint respect pour la liberté d'expression. Mais là, en l'occurrence, c'est un papier qui est fait à partir de témoignages de généraux américains. Vous avez des généraux américains qui ont piloté cette guerre, et ce dont on se rend compte, c'est que aucune décision n'a été prise, sauf, et c'est là où c'est aussi très intéressant comme papier, c'est-à-dire à partir du moment où Zelensky en 2023 met son nez dans les affaires militaires, eh bien, c'est là où les choses commencent à déraper. Et cette fameuse contre-offensive ukrainienne de l'été et de l'automne 2023 va complètement échouer parce que les plans initiaux élaborés par les Américains et les Ukrainiens avec le général Zaloujny à l'époque, eh bien, n'ont pas été finalement suivis par le président ukrainien qui a choisi un autre général, le général Syrski, et d'ailleurs Zaloujny, qui lui faisait un peu d'ombre, aujourd'hui est ambassadeur à Londres. Vous savez, c'est un peu comme Pompée avec César. Quand un général était victorieux dans la Rome antique, on l'envoyait aux confins de l'Empire. Mais là, c'est exactement la même chose. Et ce Zaloujny en question, lui, est très populaire. D'ailleurs, on le voit, il est en train de communiquer beaucoup. La perspective d'élection en Ukraine peut peut-être aussi être derrière cette communication importante de la part de ce général. Mais si vous voulez, ça a été une catastrophe. C'est que comment Zelensky s'est appuyé sur Syrski, et Syrski, bec et ongle, a voulu percer à Bakhmout. Et personne n'a percé à Bakhmout. Ça a été, on va dire, le tournant de cette guerre. L'armée ukrainienne s'est épuisée face aux troupes de Wagner en particulier, et elle n'a pas réussi à conquérir Lugansk, qui était l'objectif. Et donc, en fait, si vous voulez, la contre-offensive de l'été 2023 a échoué parce que les Américains qui pilotaient cette guerre avec les Ukrainiens avaient dit non, ne vous accrochez pas à Bakhmout, laissez tomber cet endroit, ça n'a rien à... Voilà. Et il y a un général qui s'est entêté, il fallait une victoire à Zelensky, Bakhmout avait été mis vraiment dans la société ukrainienne, il y avait même des chants ukrainiens sur la forteresse Bakhmout, Oui. que les Russes écoutent d'ailleurs. Mais il y a eu voilà, c'était très symbolique. Il fallait s'accrocher à cette ville. Et en effet, les Ukrainiens s'y sont accrochés. Malheureusement, ils ont usé une partie de leurs meilleures troupes dans cet endroit qui n'avait aucun intérêt stratégique. Mais faut-il le rappeler encore une fois, Verdun ni Stalingrad n'avaient d'intérêt stratégique non plus. Oui. Et je pense que le tournant de la guerre a eu lieu là. Et c'est une affaire politique. Mais pour revenir à cet article qui me paraît fondamental, ce qui montre, c'est que aujourd'hui encore, si l'armée ukrainienne n'est pas guidée, renseignée, informée H24 par les Américains, eh bien, elle ne peut pas continuer cette guerre et continuer à résister à l'assaut des Russes.
Nicolas Mirkovic, un mot là-dessus aussi, si vous le voulez bien, avant qu'on parle, vous avez parlé de révolution de couleur, alors avant qu'on parle de la Roumanie en particulier, puisque autant l'association Ouest-Est que vous, Régis Le Sommier, y étiez il y a peu de temps, donc vous avez des informations certainement sur le sujet, mais avant Nicolas Mirkovic, concernant en effet l'état de cette guerre, et peut-elle continuer sans le soutien américain? Où en sommes-nous dans le soutien américain? S'est-il totalement arrêté? Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui s'arrête? Et puis le soutien européen, qu'est-ce qui vaut vraiment? Et Régis a complètement raison. N'oublions pas que cette guerre, que si on prend du recul et si on prend d'autres auteurs américains comme Michael Hudson, comme John Mersheimer, même Tulsi Gabbard, qui est aujourd'hui responsable du renseignement de Donald Trump, aujourd'hui ne vont pas vous dire autre chose que les États-Unis et dans le sillage évidemment l'OTAN sont responsables de la situation ukrainienne. C'est-à-dire que même sans lire la presse russe ou la presse complotiste, les Américains eux-mêmes, des spécialistes de la région, savent très bien que c'est cette expansion de l'OTAN vers la frontière russe qui est à l'origine et que des personnes comme George Kennan, qui a quand même développé la stratégie du containment de l'Union soviétique, avait dit que c'était une erreur tragique d'avancer l'OTAN vers la frontière russe. Oui. Jack Matlock, qui est le dernier ambassadeur des États-Unis en URSS, avait dit qu'il fallait surtout pas étendre l'OTAN vers la frontière russe. Et derrière, eh bien, les atlantistes, pensant dans les années 90 qu'ils n'auraient plus du tout de résistance, ont entamé une procédure de soumission de l'Ukraine, se disant que si l'Ukraine ne fait plus partie de la zone d'influence russe, eh bien, la Russie serait éloignée de l'Europe. Et vous avez Zbigniew Brzezinski qui l'écrit même dans son livre Le Grand Échiquier. Donc les États-Unis sont responsables de cette situation, ils sont derrière, il y a des traces de doigts partout sur la révolution du Maïdan de 2014 Oui. qui a mené un coup d'État. Et en effet, des journaux comme le New York Times, et également eux-mêmes le disent. Ils ont rappelé dans un grand article l'année dernière comment est-ce que tout de suite après ce coup d'État, les Américains ont monté des bases 12 bases sur la frontière avec la Russie, où ils espionnaient la Russie Oui. et où ils formaient des commandos qui étaient, dont le but était de s'attaquer aux Russes. Et ça, c'était avant 2022. Aux russophones de la partie ukrainienne. Oui. Exactement. Oui. Et donc, du coup, si vous voulez, les grandes presses américaines, parfois, laissent filtrer ce type de pièces de véritable journalisme extrêmement intéressant. Nous ne voyons pas ça. Donc, ce sont les États-Unis qui sont, on va dire, l'élément majeur. Et en effet, comme l'a dit Régis il y a quelques instants, si Trump dit on arrête, c'est fini. Aujourd'hui, les États-Unis continuent d'approvisionner l'armée ukrainienne. Donc, ils continuent là. Voilà, sans les États-Unis, il n'y a plus d'armée ukrainienne. Mais je comprends pas. Alors, les milliards qu'on envoie, ils servent à rien? C'est pas suffisant? Si, nous aussi, on essaie de montrer, nous avons aussi notre complexe militaire-industriel qui essaie de montrer la vertu de notre armement, l'efficacité, oui, qui testent leur matériel. Vous savez, il y a eu beaucoup de matériel qui a été fait. Il y a des études extrêmement passionnantes sur la qualité du matériel qu'on fait. Pourquoi est-ce que notre matériel coûte beaucoup plus, enfin, le matériel occidental coûte plus cher que le matériel russe? Comment est-ce qu'il se comporte dans la boue, dans le froid? Donc, c'est une façon de tester ça. Mais, et ça aide, une partie aide. Mais si demain les États-Unis se retirent, ce n'est pas avec quelques Césars, avec quelques Howitzer britanniques que l'armée ukrainienne va s'en sortir. Elle n'en peut pas. Rezhetnikov, qui est l'ancien ministre de la Défense ukrainien, disait qu'il travaillait pour l'OTAN et qui versait le sang des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens servent malheureusement de chair à canon dans une guerre qui a été poussée, organisée, financée par Washington et ses alliés européens. Il n'y a pas d'armée ukrainienne sans l'aide des États-Unis. Et oui, et nous, la France, malheureusement, et d'autres membres de l'OTAN essayent de participer à cette guerre avec, comme dans toutes ces guerres américaines, qu'elles soient en Afghanistan, qu'elles soient en Irak, pour la France c'est un peu à part, mais pour les Britanniques étaient très proches des Américains en 2003. Oui. Eh bien, chacun veut un peu suivre dans le sillage du patron américain pour montrer qu'ils sont des vassaux loyaux. Mais à la fin, ce sont les Américains qui sont à l'origine de la situation et qui détiennent les clés pour résoudre ce conflit. Nicolas Mirkovic fait une belle transition. Tout à l'heure, vous parliez de révolution Maïdan, de révolution colorée. Et là, vous parliez en effet de Washington qui dirigeait tout cela. Eh bien, on a entendu Călin Georgescu, vous savez, le candidat roumain qui était sorti vainqueur du premier tour des élections présidentielles roumaines, chez Tucker Carlson le 10 avril dernier. Je vous propose d'écouter un extrait qu'on va traduire en direct. J'ai été écarté par la mafia mondialiste qui contrôle cette région comme une colonie. Tout le système en Roumanie, à 100%, était
et est encore coordonné et sous contrôle d'ingérence étrangère. Avant ces élections, le système était contrôlé par l'ancien secrétaire d'État états-unien, Anthony Blinken, et tous les néoconservateurs. Et après l'arrivée du président Trump et de l'administration Vance, le système est passé sous contrôle français. Donc actuellement, le président de la Roumanie est le président de la France, Macron. Voilà, c'est un extrait extrêmement fort de Kalin Georgescu chez Tucker Carlson. Alors évidemment, c'est son opinion. Ne disons pas que tout ce qui est dit là-bas est forcément vrai, mais malgré tout, je voudrais vous faire réagir tous les deux, d'autant plus que autant l'association Ouest-Est est allée sur place en Roumanie, et Régis Le Sommier, vous y étiez également il y a peu de temps. On va commencer par Régis. Comment vous réagissez à cet extrait et qu'avez-vous vous-même rapporté de ce voyage, de ce reportage? C'est très intéressant, effectivement. C'est parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Georges Simeone, Oui. qui est le candidat aujourd'hui, qui a réussi, lui, à présenter sa candidature pour le 7 mai et le 14 mai prochain, puisque l'élection va se rejouer. Et Georges Simeone on va dire, l'adoubement, enfin, on prend un peu la place de Kalin Georgescu, même si leurs positions sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Oui, par rapport à l'OTAN et l'Europe, pas tout Voilà. à fait. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'y ai passé 4 jours et que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec donc Simeone et avec d'autres personnages importants, notamment dans le parti AUR, qui est le parti conservateur qui a prospéré en Roumanie à l'époque du Covid et qui aujourd'hui est le deuxième parti représenté à la Chambre et au Sénat. Ce qui reste quand même très intéressant, c'est qu'il y a chez les Roumains, alors il y a deux choses, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à les positions de Georgescu sont qualifiées par Georges Simeone d'extrêmes. Notamment vis-à-vis de l'appareil d'État dont il parle, qui est un appareil qui est hérité de l'ancien régime, on va dire de l'époque Ceausescu. Vous savez, c'est un peu comme en Russie, où la Securitate roumaine, un certain nombre d'acteurs de cet immense appareil sécuritaire sont restés sur place, un petit peu à la manière du FSB avec Vladimir Poutine en Russie. Si vous voulez, il y a un peu une survivance de structures d'ancien régime et d'hommes politiques qui aujourd'hui sont toujours au pouvoir. Donc Georgescu, lui, avait l'intention de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière s'il était élu. Et Georges Simeone, d'ailleurs, me disait, il a menacé directement ces personnages. Et donc, évidemment, quand ils ont vu qu'il était arrivé en tête au premier tour, ils n'ont pas eu d'autre choix que de leur point de vue, d'annuler l'élection parce que ça devenait trop dangereux. Et ce qui est quand même très intéressant aussi, c'est quand on décrypte un petit peu ce qui s'est passé, l'annulation de l'élection, elle a lieu le 6 décembre dernier, quasiment un mois après l'arrivée de Trump au pouvoir. On voit un candidat un petit peu alternatif sorti de nulle part, qui est Kalin Georgescu, qui, je le précise, n'est pas du tout un candidat d'extrême droite, contrairement à ce que c'est à l'étiquette qu'on veut lui mettre sur le dos. Souverainiste, à la rigueur, oui. Qui a commencé sa carrière politique en tant que membre, en fondant un parti jeune écologiste, d'ailleurs qu'il a reçu des fonds de l'USAID après la chute du communisme, parce que l'écologiste est un vrai problème en Roumanie. Tout était pollué, 80% des rivières étaient, il y avait du plomb, il y avait tout un tas l'industrie avait été développée de façon un peu anarchique, et donc le pays avait besoin d'être nettoyé, on va dire, et les écologistes avaient le vent en poupe. Et à l'époque, Georgescu, lui, a reçu des fonds de l'USAID, d'ailleurs. Il a même fait un partenariat pour de l'enseignement auprès des écoles, des sensibilisations, avec l'Open Society de George Soros. Oui. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient d'un sérail nationaliste nationaliste roumain, hérité de la garde de fer, etc. Oui. Comme il y a ce genre de personnage en Roumanie, mais c'est un peu la créature qui a échappé à son maître, on va dire. Et donc là, tout à coup, c'est devenu très, très dangereux. Alors maintenant, je n'ai pas, moi, tous les éléments pour accuser Macron, mais je sais que l'affaire de l'ambassadeur de France qui va voir le chef de la Cour constitutionnelle juste avant, c'est quelque chose donc, sur lequel, évidemment, Georges Simeone est revenu, mais beaucoup de Roumains ont été choqués. Et ce qui m'a intéressé beaucoup en Roumanie, c'est de parler aux gens aussi dans la rue.
Et j'ai rencontré des gens de gauche, ceux qui soutiennent le maire de Bucarest, qui actuellement est le concurrent principal de Georges Simeone, qui sont à gauche, mais qui ont été très choqués de la manipulation institutionnelle faite à cause de ces élections. Les gens sont pas à l'aise. Oui. Il y a à nouveau un espèce de climat de peur, un petit peu comme quoi tout peut arrêter. Quand Georges Simeone, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous prouve que vous allez pouvoir concourir le 7 mai prochain? Il me dit rien du tout. Il me dit, ils peuvent m'arrêter. Ils peuvent m'arrêter. Oui. Et même, il m'avoue à la fin, il me dit, vous savez, parfois, je me dis, je serais mieux à parler à la presse aux États-Unis, aller en France, etc., qu'en Roumanie, parce que ici, je suis un peu à la merci, je suis exposé. Voilà. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ça, de voir qu'on est quand même dans un pays où, au nom, on va dire, parce que globalement, quand on leur demande ce qu'il y a derrière, ils vous disent tout de suite c'est Ursula qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Alors après, c'est très difficile de tester, de Alors, trouver les Khalil preuves, Georgescu etc. dit que c'est la mafia mondialiste. Hein. Oui, mais C'est plus Simeone n'est large pas que loin ça. de penser la même chose. Et pourtant, on est quand même dans quelqu'un qui est... parce que là aussi, c'est pareil. Hein. Pro-OTAN, pro-Europe, ouais. Voilà, très, très, très critique vis-à-vis de l'Europe pour ce qui est de Simeone et très pro-OTAN, mais le côté pro-OTAN vient aussi d'une vieille peur de la Russie Oui, non, qui existe. Hein. C'est pour eux, ils ont l'impression même à l'époque de Ceausescu a été en porte-à-faux un nombre de fois impressionnant avec Moscou. Juste une question avant de donner la parole à Nicolas Mirkovic, puisque vous avez pu interroger en direct Simeone, le candidat Simeone, que nous aussi on a pu interviewer comme vous une première fois de manière indirecte, il faut le préciser. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même que justement ce candidat serait un peu le pis-aller et finalement assez pratique même pour entre guillemets le système, c'est-à-dire je récupère le mécontentement populaire et on a un candidat ici qui est lui plus acceptable justement, qui n'est pas anti-OTAN, qui n'est pas populaire comme ou populiste comme l'était Khalil Georgescu. Non, il est nettement moins, c'est sûr, il est nettement moins, subversif Oui. que Georgescu, mais néanmoins, il a quand même des convictions, il a quand même, voilà, une attitude non, vis-à-vis de la France très hostile, vis-à-vis de l'Europe très hostile. Il est, lui aussi, en fait, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien, c'est que pour que Simeone puisse se présenter, donc il y a eu le ralliement de Khalil Georgescu. La situation, l'état des rapports entre les deux hommes est assez difficile il ne s'étend pas trop là-dessus, même si je lui ai posé la question. Mais il y avait aussi une troisième candidate qui s'appelle Anna Maria Gavrina. Et Anna Maria Gavrina était prévue si la candidature de Simeone n'était pas refusée. acceptée. Oui. Donc ils ont fait et d'ailleurs il nous a dit, parce qu'il a réagi aussi sur on va dire la mise à l'écart de Marine Le Pen, et il dit il faut que la France fasse comme nous avec Jordan Bardella ou avec Marion Maréchal, voilà, qui est des candidats de façon à ce que in fine, le système soit obligé d'accepter quelqu'un du bloc national. Mais sauf qu'on n'a pas entendu Khalil Georgescu officiellement expliquer que lui, il soutenait désormais le candidat Simeone. Ça, on l'a pas entendu après coup. Et d'ailleurs, vous-même, vous dites qu'il n'est pas très clair sur leur relation. Hein. Non, les relations ne sont pas très claires. Moi, je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais est-ce qu'il va figurer dans votre gouvernement? Quelle place aura-t-il? C'est trop tôt pour savoir, etc., etc. Donc oui, il n'y a pas le même ADN chez les deux hommes, c'est évident. Mais il ne faudrait pas non plus imaginer que Simeone est un candidat, on va dire, une sorte de version soft. Non, il a réellement des convictions et il emporte le parti OUR est quand même un parti qui a été constitué, je vous dis, dans l'opposition justement à la vaccination. Enfin, il y a des choses quand même. Et sur la manipulation, ils sont absolument vent debout sur cette histoire de TikTok qui pour eux n'est pas du tout une manipulation russe. Enfin, ça, moi je l'ai entendu, mais même en dehors que c'était juste un prétexte qui avait été trouvé pour annuler les élections. Élections d'ailleurs qui avaient été validées 3 jours avant. Hein. Il y a eu le 3 décembre, la Cour constitutionnelle dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularité.
Et le 6 décembre, eh bien, arrive l'affaire TikTok avec la manipulation de l'algorithme par des comptes pro-russes, etc., Ouais. etc. Alors, Nicolas Mirkovic, pareil, quel est votre ressenti sur toute cette affaire, on va dire, roumaine, sur les dernières sorties de Colin Georgescu chez Tucker Carlson qu'on a pu entendre? J'ai été écarté de l'élection par la mafia mondialiste. Et puis, par votre propre. Enfin, le passage de l'association Ouest-Est sur place. C'est plus que troublant, c'est extrêmement inquiétant. Je pense qu'on peut clairement dire qu'il n'y a pas de démocratie en Roumanie aujourd'hui. N'oublions pas qu'il y a une autre candidate, Diana Sosoaca, qui a également été interdite de se présenter. Et n'oublions pas que les raisons officielles de l'écart de ces candidats, c'est parce qu'ils n'auraient pas des valeurs démocratiques. C'est-à-dire que nous avons en Roumanie une instance des juges qui décide qui incarne les valeurs démocratiques. Mais si vous cherchez dans la constitution roumaine aujourd'hui la définition de ce que c'est que la défense des valeurs démocratiques, vous ne les trouverez pas. C'est extrêmement subjectif. En gros, il y a en effet, alors Georgescu, c'est quand même un rhéteur, il va parler de mafia mondialiste, je ne sais pas quel est exactement le terme à employer, mais il y a clairement en Roumanie aujourd'hui des instances non élues, non démocratiques, qui décident qui a le droit de se présenter ou pas. Et c'est extrêmement inquiétant. Et comme cela vient d'être dit, eh bien, on voit qu'au bout d'un moment, le système essaye de voir quel est le candidat le plus acceptable par rapport à ces canons démocratiques. Et c'est extrêmement dangereux, c'est complètement antidémocratique. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a en Europe de l'Ouest, comme dans les ex-pays de l'Est, une influence claire des atlantistes, des mondialistes. On a vu de nouveau, je vais reprendre les termes même d'Elon Musk ou de Donald Trump sur cette ingérence des atlantistes dans les affaires européennes depuis tellement longtemps. Combien de partis aujourd'hui ont reçu, et de partis, de mouvements, d'organisations, d'associations, ont reçu en effet de l'argent de l'USAID, de la National Endowment for Democracy, de tant de ces associations de Soros en Roumanie et ailleurs en Europe pour faire avancer leurs idées mondialistes, individualistes, d'une Europe sans frontières, pour la libre circulation des êtres humains et surtout des biens, des services et des capitaux. Il y a cette ingérence. Et il y a des juges qui sont certainement stipendiés dans cette histoire-là, parce que du coup, on ne peut pas avoir une démocratie si on n'écoute pas la voix du peuple. Et on n'a jamais dit que dans la démocratie, il y avait une instance qui était responsable de dire qui tient des propos démocratiques ou pas. Donc c'est extrêmement affligeant. Et je pense que donc, les paroles de Georgescu sont extrêmement fortes. N'oublions pas que lui, son programme, il le dit dans l'interview avec Tucker Carlson, que la raison majeure pour laquelle le système est contre lui, c'est parce qu'il est pour la paix. C'est le terme qu'il emploie à plusieurs reprises pendant toute l'interview. Il dit « j'étais pour la paix, voilà mon crime, j'étais pour la paix ». Et en effet, il y a des enjeux militaires en Roumanie. L'OTAN est en train de développer une de ses plus grandes bases à Constanța et on est à une centaine de kilomètres de vol d'oiseau de l'Ukraine. Lui, il dit qu'il est pour la paix. Son programme était fondé sur l'eau, l'énergie et la nourriture. Donc, c'est un programme d'aide aux Roumains. Nous avons nous-mêmes, Ouest-Est, terminé notre première mission. Alors, j'y étais pas personnellement, mais il y avait des bénévoles de notre association qui étaient à Bako, qui est dans le nord-est du pays. Je peux vous garantir qu'on se demande où va l'argent de l'Union européenne. On est encore dans on a vu des maisons, les volontaires, sur notre page Facebook et sur notre site internet, on a un compte-rendu de personnes qui habitent à 12 dans des 40 mètres carrés où ils dorment à tour de rôle, parce qu'il n'y a pas assez de place pour dormir, où ils ont des maisons qui sont construites à même le sol. Et en face de ça, vous avez dans la même rue des bâtiments rutilants d'entrepreneurs qui ont reçu visiblement de l'argent ou de l'aide de l'Union européenne, mais une pauvreté extrême dans ces pays. Et donc, on est en train de trouver 800 milliards pour la guerre et on n'a toujours pas réglé le problème de la pauvreté en Europe et clairement pas en Roumanie. Et Georgescu s'adresse à cette population qui n'a clairement pas vu le ruissellement, qui ne voit pas les bienfaits de l'Union européenne, qui ne voit certainement pas les bienfaits de rapprocher la Roumanie, de développer une énorme base de l'OTAN américaine en Roumanie à côté de l'Ukraine, ce qui mettrait la Roumanie en première ligne d'une guerre avec la Russie. Les Roumains ne sont pas contre ça. Et Georgescu le dit, j'étais victime parce que j'étais pour la paix. Et évidemment, il faut dénoncer cette ingérence. Le fait qu'un ambassadeur français parle avec des juges roumains est complètement est tout à fait inquiétant. Comment est-ce qu'on peut... je rappelle, et ça me fait penser aussi à ce rôle de l'ambassadeur américain Zimmerman qui, pendant les années 90, après que les bosniaques musulmans, les croates et les orthodoxes avaient réussi à trouver un accord de paix, le responsable des musulmans de Bosnie arrive à Sarajevo, il rencontre Zimmerman, l'ambassadeur américain en Yougoslavie, il sort de la réunion avec Zimmerman et il dit « je retire ma signature de cet accord de paix qui avait été trouvé avec les Croates et les Serbes » et la guerre a déclenché peu de temps après.
Donc, si vous voulez, cette ingérence des États atlantistes dans les affaires de pays souverains est extrêmement inquiétant parce que ça va toujours dans la mauvaise direction, ça va toujours vers la guerre, ça va toujours vers plus de contrôle et ça va vers toujours plus de pauvreté d'instabilité pour les populations locales. Et ça, nos médias n'en parlent pas. Je lisais il y a peu de temps le titre de La Croix quand le Soso Aka a été interdite de se présenter. Elle dit une candidate pro-russe et complotiste. Comme si on pouvait juste, voilà, c'est de nouveau, on met des étiquettes. Et comme si ça suffisait pour interdire. Enfin, je veux dire, la rigueur, elle serait pro-russe et complotiste si les gens votent en démocratie. Normalement, on a le droit de voter pour qui on veut. Exactement, mais cette vision simpliste que nous avons de résumer des situations en disant, bah voilà, ces pauvres bénés de Roumains qui ne savent pas comment voter, figurez-vous, vous allez voter pour une candidate pro-russe et complotiste. C'est l'affaire d'abord des Roumains, comme vous le disiez, Clémence, il y a quelques instants. Et nous avons aussi une vision qui est extrêmement pervertie, subjective de la part des médias dominants pour essayer de simplifier une situation qui est extrêmement compliquée et qui est dangereuse. Les Roumains ne veulent pas de la guerre, clairement, et c'est pour ça que Georgescu a fait un score aussi important. Merci beaucoup à tous les deux, Régis Le Sommier et Nicolas Mirkovic. On a pris le temps, on a un petit peu dépassé, il faut dire, les horaires, mais ça valait vraiment le coup de revenir sur cette attaque russe en Ukraine et puis ce qui passe réellement en Roumanie. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Je rappelle donc que vous revenez avec Omerta de Roumanie. J'imagine qu'il y aura des publications très prochainement et donc à suivre sur le site d'Omerta sur le sujet. Je rappelle votre livre « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident » aux éditions Max Milo. Merci encore Nicolas Mirkovic et votre association Ouest-Est qui revient également de Roumanie et votre livre, notamment L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Merci à tous les deux. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.